Alain Malraux, nous sommes heureux et fiers de vous accueillir dans ces conversations de Solferino à la Fondation Charles de Gaulle. Je précise pour nos auditeurs que nous respectons la distance réglementaire, donc nous n'avons pas nos masques. Ce sera mieux pour cette libre conversation qui va nous réunir. Alain Malraux, vous êtes un écrivain, un critique théâtral dans Service littéraire, cet excellent mensuel littéraire. Ils sont d'ailleurs très peu à survivre et on en salue d'autant plus l'alacrité et la régularité qui nous Merci enchantent. pour nous tous, parce que c'est vrai, l'alacrité. Et nous sommes là pour parler de votre dernier livre, Passage des Grelots, qui est paru l'année dernière aux éditions Larousse. Vous avez écrit un premier livre en 1978 ou 79, formidable, qui s'appelle Les Marronniers de Boulogne, oui. Qui est un livre, à vrai dire, indéfinissable, puisque bien évidemment, Boulogne, c'est là où vous vivrez pendant de longues années avec votre mère, Madeleine Lioux, qui épousera ensuite André Malraux. Et ces Marronniers de Boulogne, 3 ans après la mort d'André Malraux, ont donné une petite musique formidable sur ces vies entrecroisées. Et voilà que des années plus tard, vous nous livrez ce Passage des Grelots, qui est un recueil de portraits de femmes et d'hommes que vous admirez, que vous avez connus, à l'exception d'une d'entre elles, je crois. On va pas pouvoir feuilleter ensemble l'ensemble de ces vies, mais il y a 3 vies qui m'ont marqué, que j'aimerais évoquer avec vous. C'est d'abord, bien évidemment, Florence Malraux, puisque c'est votre dernier portrait, bouleversant. Elle nous a quittés il y a peu, et vous retracez son parcours de vie exceptionnel. Brigitte Friang, grande dame, et Victoria Ocampo. Et Trois femmes extraordinaires. Donc on va parler de ces 3 femmes, dans l'ordre que vous le souhaiterez. C'est vous qui décidez. Alors on va commencer par Victoria Ocampo. Oui. Vous l'avez connue? Ah, très bien. Quand j'avais 7-8 ans, elle venait déjà de Buenos Aires. À l'époque, il fallait 34 heures d'avion pour venir de Buenos Aires à Paris, parce qu'il y avait évidemment une escale à Rio, une escale à Dakar, etc. Mais elle ne cognait rien. Et elle était en manque d'Europe, qu'elle avait quitté en 1939. Alors, je sais pas si je l'ai vue en 46 ou 7, où j'étais vraiment minuscule, mais vers 49-50, c'est certain. Et c'était une figure extraordinaire, très grande allure, grande dame qui était assez grande, pas trop, juste ce qu'il faut, d'une élégance parfaite, et que Malraux prenait très au sérieux. C'était une femme de lettres, argentine. Oui, argentine et totalement bilingue d'ailleurs, trilingue, parce qu'elle maîtrisait parfaitement l'anglais, et avait été jeune, une amie de Virginia Woolf, mais le français était la passion de sa vie. Alors, elle a été l'amie de Drieux-La Rochelle. Elle a été la patronne, l'ambassadrice des lettres françaises, non investie mais représentative et active, de toute la littérature française et de toute la littérature d'expression anglo-américaine pendant 50 ans. Elle était l'aînée de plusieurs filles, il n'y a jamais eu de garçon. Elle avait la chance d'être la plus belle, mais avec une immense volonté, et contre elle, une société quasi féodale, où on l'a mariée très jeune et le mariage n'a pas été heureux, donc ils se sont séparés très vite. Le divorce n'existait pas, et elle s'est peu à peu rendu compte que son pays natal, étant donné sa maîtrise absolue du français, était un pays qui avait beaucoup à gagner de l'apport de la culture française. Elle est allée chercher la culture française.
Elle avait une revue et une maison d'édition qui s'appelait Soul. Absolument, mais ça n'est pas venu tout de suite. Elle a commencé par faire plusieurs voyages, elle les faisait dès son enfance, sur ces paquebots qui mettaient presque 3 semaines, de Rio de Janeiro à Bordeaux. Et puis, elle s'est rendue compte peu à peu, après la guerre de 14, elle était née en 1890, le 7 avril, ce serait demain son anniversaire. J'ai une autre raison de m'en souvenir, que c'était aussi l'anniversaire de ma mère, et elle s'aimait beaucoup. Donc, elle est arrivée dans les années de l'après-grande guerre, dans les années 20, et elle s'est rendue compte qu'il y avait une très grande nécessité à cultiver, je le dis au sens actif, son pays, qui ne vivait, selon le mot de l'écrivain argentin, né argentin, mais mort académicien français, qui s'appelait Bianchetti, que à l'état où elle y avait grandi, Buenos Aires est une sorte d'ersatz de l'Europe. Et elle ne voulait pas ça. Elle voulait que Buenos Aires devienne quelque chose de très important, que Malraux a, avec son sens tellement percutant de la formule, défini comme personne, en disant très longtemps après, mais c'était encore plus vrai très longtemps avant, cette capitale impériale d'un empire qui n'est jamais né. Oui, c'est formidable. C'est ça. C'est digne du vertige horizontal tel que décrivait la Pampa de Drieux-La Rochelle. Alors donc elle a connu Drieux, Malraux, Caillois. C'est dans des halls très très différents. Ouais. Drieux, c'était une très grande attirance réciproque, mais Drieux était plus attiré par, disons, les amours tarifés, même à un très haut niveau. Et elle était la belle étrangère, mais d'un tel niveau de culture, de référence, d'élégance, de statut social, qu'en réalité, elle était plutôt intimidante. Pour lui, il se tutoyait, mais ce n'était pas à cause du lit, c'est parce que pour les Argentins, se tutoyer, c'est la moindre des choses. C'est un autre usage. C'est pas le même code. Et donc, ils ont beaucoup voyagé ensemble, ils avaient énormément à échanger, et malheureusement pour lui, Victoria et Drieux se sont de plus en plus sensiblement éloignés l'un de l'autre, tout à fait sur un autre plan. Et rapidement, au milieu des années 30, il a commencé à dire que son moralisme était étroit. Oui, d'institutrice anglaise, il lui dit ça. Oui. Oui. Et elle s'est éloignée de plus en plus de lui. D'ailleurs, il y a des traces de ça aux éditions Bartia, dans plusieurs de ses livres qui ont fait leur réapparition 70 ans après, où elle lui dit « Mais mon ami Pierrot, tu ne te rends pas compte que quand tu fais le salut fasciste, tu te ridiculises ». Elle pouvait vraiment se le permettre. Et Malraux, elle l'a connu comment? Elle l'a connu avec Salvador de Madariaga, peu avant la guerre, et elle disait, avec une mémoire éléphantesque, qu'elle n'avait aucun souvenir de l'intervention de Salvador de Madariaga, mais qu'elle avait un souvenir de Malraux assez jeune, extraordinairement tumultueux, je vous demande pardon, avec cette intensité que l'on n'a connue à personne. Lançant ses fulgurances, il n'était pas du tout habitué à ça, avec les caciques posément installés dans leur situation de vénérable à la NRF. Lui, il était à Toulouse-Lautrec. Il faut jamais oublier qu'en dehors d'un ouvrage de fantaisie en 1928, Royaume farfelu, son premier vrai livre, roman, publié par Gallimard, en changeant d'éditeur, tout ça sans conflit, c'était Gallimard. Alors c'est pas mal pour commencer, comment dirais-je, prendre un auteur qui a fait ses premières armes un peu ailleurs, mais tout de suite c'est la condition humaine, alors traduit dans presque 30 langues, enfin un succès mondial. Alors donc elle l'a vu à ce moment-là, mais ce qu'on oublie peut-être aujourd'hui, je dis on l'oublie, je n'y étais pas plus que vous, qui êtes bien plus jeune que moi, mais c'est que c'est vrai que l'avant-guerre a été vécue avec un degré d'intensité aiguë, suraigu, et que par exemple l'appartement que André Malraux et sa première femme Clara avaient rue du Bac, là où est née Florence, même si elle est dans une maternité,
c'était le lieu d'accueil de la plupart, nous parlons de gens très cultivés, écrivains, enseignants, avocats, gens de culture qui venaient d'Autriche à cause de Hitler, soit qu'ils fussent juifs, soit qu'ils fussent communistes, ou soit qu'ils fussent simplement des gens suspects pour les nazis, et que leur appartement était littéralement une salle d'attente. Ça n'a été dit ni par Malraux, ni clairement par Clara, qui, étant tout à fait biculturelle, parlant l'allemand vraiment comme une Allemande, avait ouvert la porte à deux battants. Et alors, Clara, que Victoria a très peu connue, mais connue quand même, était, si vous voulez, l'autre versant pas seulement en étant sa femme, en étant cette forte personnalité, était l'autre versant des très grandes curiosités intellectuelles que Malraux avait, parce que Malraux avait une immense liberté d'esprit. Donc, il voyait énormément de gens très très différents, y compris Drieux, jusqu'à 1939, quitte à avoir des empoignades avec lui. Mais il n'était pas fermé. Et d'ailleurs, ce fut son exécuteur testamentaire. Mais c'est un chose la plus extraordinaire. Ouais. Je vous refais une toute petite chronologie. 39, déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Victoria Ocampo repart pour l'Argentine après avoir littéralement rompu avec Drieux La Rochelle, alors qu'elle n'était ni militante, ni inscrite dans un parti, ni sectaire. Elle ne pouvait plus entendre ces propos de plus en plus sympathisants pour le fascisme. Donc, elle avait passé même plusieurs semaines à Londres à parler 7 jours par semaine avec Bergerac. Elle supportait plus ça. Et elle est partie pour venir. Ensuite, il y a eu la défaite. Ensuite, il y a eu la volte-face sincère et délirante de Drieux La Rochelle. C'est-à-dire qu'il a dit, je vous ai combattu à mort, vous les Allemands, mais maintenant tout a changé de face, etc. Et là, alors, ils se sont plus adressé la parole pendant 4 ans, par correspondance interposée, et le courrier était, il faut se resituer dans le contexte de l'époque. Il y avait pas plus de fax que d'internet. Donc le courrier chez Victoria, c'était la moitié de la matinée, elle était très matinale. Tous les jours de sa vie. Donc là, ils ne se parlaient plus, ils ne s'écrivaient plus, et très très vite, étant donné qu'elle avait fait la rencontre d'un jeune homme extraordinairement brillant qui s'appelait Roger Caillois, elle l'a fait venir à Buenos Aires, pays neutre, l'Argentine, et il y est resté. Et c'est là, disait-elle, ce n'avait rien d'une forfanterie, Victoria disait, c'est là qu'est né l'UNESCO, chez moi. Parce qu'évidemment, dans cet exil, Caillois disait, prévoyant avec elle qu'il y aurait un renversement total de situation, qu'il faudrait reconstruire quelque chose. Alors vous avez rencontré Victoria Ocampo Dès mon enfance. Et après, vous êtes allé la voir. Oui, de Rio, où j'étais attaché culturel. C'est en quelle année? En 77. Et vous êtes resté plusieurs jours chez elle? 9 jours. Ça a dû être prodigieux. Prodigieux. Mais on voyait pas beaucoup de monde, ce qui ne me gênait absolument pas. On échangeait de 10h du matin à 11h du soir, sauf à tous les moments où elle me dit, il faut que tu visites le théâtre Colonne, qui est en effet une merveille. C'est un peu la Scala de Milan en plus grand. J'ai visité, et j'ai pas entendu d'opéra. Il avait été inauguré par Toscanini en 1908, donc quand elle était une toute jeune femme. C'est une splendeur, ce théâtre. Je sais pas ce qui s'y passe encore aujourd'hui. Et pardon, excusez-moi, l'Argentine ayant connu des drames à répétition. Et je suis resté là, mais j'avais, je dois dire, et je crois que mon portrait le prouve, j'avais surtout envie de l'entendre, puisque nous savions, c'était sous-jacent, c'était implicite, que nous ne nous reverrions jamais. Moi, je venais de Rio. Mais elle n'allait plus jamais retourner en Europe. Et donc, ces échanges étaient très riches. Et je lui apportais les premiers feuillets du témoignage auquel vous avez fait allusion, les marronniers de Boulogne. Et elle m'a dit, elle ne se serait pas forcée à me le dire, elle m'aurait sûrement dit une ou deux phrases polies, mais elle m'a dit, mais ça nous intéresse, nous, voulant dire, les éditions Sourds, qui étaient à la fois les éditions qu'elle a créées, qui sont devenues une revue,
Et quand elle avait d'énormes moyens, ce qu'elle a pu faire à Buenos Aires pour les gens comme la très grande photographe Gisèle Freund, Caillois, mais Caillois partageait sa vie, même s'il avait l'âge d'être son fils. Et s'il était un homme de premier ordre, mais il y en avait à la douzaine des gens. Aller chez Victoria Ocampo, c'était l'assurance de rencontrer les gens les plus intéressants, d'avoir un excellent repas et d'avoir probablement la commande d'un article, quelque chose, parce que Victoria ne disait pas tout ce qu'elle faisait pour les autres, mais elle en faisait énormément. En tout cas, merci d'avoir fait revivre cette grande personne. Elle le méritait vraiment. Alors maintenant, Brigitte Friang, qui est venue dans cette maison, oui. Au 5 rue de Solferino, qui a un parcours absolument incroyable. Très extraordinaire. Qui a livré un témoignage sur la déportation qui s'appelle « Regarde-toi qui meurs », qui est absolument bouleversant. Comment vous l'avez connu? Moi, j'ai connu à 4 ans. J'en ai 76 et demi. Je l'ai connu au temps du RPF. Et je vous parlerai du RPF peut-être même une autre fois. Toujours est-il que quand je l'ai connu, c'était tout près de la rue. Il y a eu un bureau rue des Capucines, puis boulevard des Capucines, où le RPF avait jeté l'encre dans ses débuts. Il faut peut-être le dire pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, que le RPF, après le départ tout à fait volontaire, que personne n'a provoqué, du général de Gaulle du pouvoir en 1946, il s'est passé, c'est une sorte d'intermède extrêmement riche qui est complètement aujourd'hui ignoré par les nouvelles générations, ce qui n'est la faute de personne. C'est déjà très loin. Un tout petit peu d'histoire, juste un bref rappel. 1946, le gouvernement tripartite d'Union nationale présidé par le général de Gaulle, dans lequel figure André Malraux au nombre des non-inscrits, et qui comprend les futurs démocratiens, les socialistes et les communistes, s'arrête, même pour reprendre 3 jours après, parce que le général de Gaulle quitte le pouvoir, disant que s'il le gardait, ça tournerait à la dictature, ce qui ne veut pas être. Et 1 an plus tard, c'est la création du Rassemblement du peuple français. On dit couramment, pour ceux qui le savent, fort de leurs connaissances historiques, RPF. Donc, au moment où, en 1945, de Gaulle a tendu la main à André Malraux, à la suite d'une sorte de complot amical probablement agencé par Gaston Palevski, gaulliste historique et admirateur d'André Malraux, à titre personnel très fervent. C'est lui qui a agencé ça souterrainement, sans le dire, mais en le prouvant. Au moment où Malraux est entré au gouvernement du général de Gaulle, à la fin de l'été, au début de l'automne 1945, avec des collaborateurs comme Raymond Aron et Jacques Chaban-Delmas, au hasard. Et ça a duré quelques mois. Et là, c'est le coup de foudre absolu entre de Gaulle et Malraux. Quand il a quitté volontairement le pouvoir, parce qu'il le dit dans les chaînes qu'on abat, mais comme une phrase de passage, comme si c'était tout à fait inintéressant, un peu comme je vous dirais tout à l'heure, je retournerai à rive droite. Il lui a dit, non mais à ce moment-là, je serai parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a étonné personne en 1945, qu'André Malraux figure comme non-inscrit dans un gouvernement d'union nationale où se trouvaient les socialistes et communistes et les futurs démocratiens, ce qui devait devenir le MRP, Mouvement républicain populaire, la démocratie chrétienne, tout simplement parce que c'était un gouvernement d'union nationale et que la résistance avait généré beaucoup de ferveur venant de familles spirituelles très différentes. On a tendance à l'oublier, et on a d'autant plus tendance à l'oublier qu'il y a eu tellement de combats ultérieurs entre toutes ces forces, parce que la vie politique est faite de ça. Mais quand, d'une manière officieuse, Malraux a fait savoir en 1946, après le départ du général de Gaulle, qu'il avait tout à fait rompu avec les compagnons de sa jeunesse et tout à fait rompu avec le Parti communiste et ses ouailles du vivant de Staline, quelqu'un lui a posé la question. On ne peut retrouver aucune trace de ce que je vais vous dire. C'est beaucoup plus intelligent que ce que je pourrais trouver. Quelqu'un lui a dit à peu près ce que je viens de dire, mais aujourd'hui, André Malraux,
il est évident que vous allez suivre le général de Gaulle, et ce que l'on comprenait il y a un an, on ne comprend plus très bien. C'est une rupture avec votre jeunesse. Et Malraux, mot apocryphe, que je n'ai jamais réussi à vérifier, mais ça lui ressemble énormément. Malraux a répondu, mais aujourd'hui, on ne peut plus croire en quelque chose. On ne peut plus croire qu'en quelqu'un. Et ça, c'est la clé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours trouvé, pourtant il a un grand talent, le dessin de Plantu dans Le Monde, quand Malraux est mort, avec 2 tombes. Mais je risque pas de l'oublier. 1901, 47 et 47-76, c'est ne rien comprendre à la figure d'André Malraux. Il n'a rien compris. Mais oublions-le. Votre rappel ayant été, lui, très utile. Alors Brigitte Friand, dans tout ça. Brigitte Friand, elle était rescapée de Ravensbrück, entrée dans un réseau de résistance gaulliste à 19 ans, arrêtée à 20, le 21 mars 1944. Et si je dis ça, c'est pas par souci maniaque de l'existence, c'est parce que coïncidence qui peut arriver, concomitance. Ce 21 mars 1944, elle a été arrêtée à Paris, au Trocadéro, après une trahison, quelqu'un dans son réseau, et ont été arrêtés à 24 heures d'intervalle mon père Roland Malraux et mon jeune oncle Claude Malraux, qui, tous les deux, ont péri en déportation pour fait de résistance. Donc, rescapé des camps, début 46, avec Diamètre Quatroux, qui était juste quelqu'un dans les mêmes idées qu'elle, elle a rencontré Malraux, et elle allait devenir son attachée de presse. Et puis, ça a été la création du RPF, période, je crois, extrêmement violente. Là, j'ai 3-4 ans, j'ai pas beaucoup de souvenirs, sauf que je la revois à un moment où femme qui avait du charme physiquement, de la présence, et aussi du rayonnement, s'était mise à reprendre beaucoup de poids, c'est elle qui le disait, puisque après le choc de la malnutrition, puisqu'on affamait les déportés dans les camps nazis, elle s'était mise, elle le disait toujours, à assimiler tout ce qu'elle absorbait. Alors elle grossissait à vue d'œil, mais elle était terriblement sympathique, avec un magnifique sourire. Elle est donc devenue l'attachée de presse d'André Malraux. Et après le RPF, donc elle part en Indochine? Oui. Alors, il faut quand même le dire pour l'historique de la chose, le RPF a connu un pic extraordinaire dès sa création avec les municipales de 47, et il a encore connu 2 ou 3 très grands succès, puis ça a commencé à chuter, et en 51, à cause de la loi, de la trouvaille. Du trucage. Oui, du trucage, merci. Comment dis-je, mis au point par Edgar Faure, des apparentements, c'est-à-dire l'ancêtre des groupes charnières, cher à François Mitterrand, permettait tous les arrangements, tous les accommodements avec le ciel, et échec du RPF en 1951, que je crois début 53, le général de Gaulle jadissou, disons qu'il rendait leur liberté à tous ceux qui l'avaient suivi là-dedans. Et il disait mais je vous l'ai dit il y a bien des années en Savoie, il disait avec des accents que j'imite mal sans doute, à propos de tant et tant et tant de ceux qui l'avaient suivi au RPF, alors ils sont allés à la soupe. Mais... Et donc là... Naturellement, pardon, pas, excusez-moi, pas André Malraux et pas Brigitte Friand, que Malraux a tout de suite recommandé au général de Lattre, il n'était pas encore maréchal, pour qu'elle aille en Indochine. En Indochine. Elle fait du parachutisme. Oui, elle a écrit même son premier livre, Les Fleurs du Ciel, et parce que c'était quelqu'un qui était une nature assez guerrière, avec beaucoup de bonne humeur, très beau. Et elle veut sauter sur Dien Bien Phu, mais on l'interdit. Oui, elle ne peut pas y aller. Elle ne peut pas. Et quand elle rentre d'Indochine, vous la revoyez, André Malraux la revoit? Et il n'a jamais cessé de la voir, tout en la voyant très irrégulièrement. Mais enfin, il ne pouvait pas oublier que cette rescapée de Ravensbrück avait été une militante aussi fervente, aussi intense, des années du RPF. Et puis, quand il y a eu la fin de la traversée du désert, en 58, au retour du général de Gaulle, elle partageait tout à fait la vie de Jean Lipkowski.
Ils se sont mariés, Malraux était témoin de leur mariage, plus tard il a été un témoin de Brigitte pour leur divorce, et elle a eu la tragédie de perdre des enfants de son mari. Le mariage a pris fin, et là, alors elle est entrée assez rapidement à la télévision, mais je crois que vous avez des questions plus intéressantes que mes réponses à poser sur elle. Non, je trouve que c'est une femme fascinante. Elle a Vous l'avez pas du tout connue? Non, pas du tout. Elle a écrit un très beau livre qui s'appelle Un autre Malraux, oui, publié dans la collection Espoir de l'Institut Charles de Gaulle à l'époque. Et maintenant est republié aux éditions du Félin. Oui, sous un autre titre, me semble-t-il. Petit tour autour de Malraux. Petit tour autour de Malraux. Les meilleurs. Et il a enrichi de beaucoup. Et je crois qu'elle a terminé sa vie à côté d'Apt, oui, dans le Vaucluse, et le hasard fait que sa bibliothèque a été dispersée et que j'ai retrouvé chez un bouquiniste d'Apt, qui s'appelle Philippe, un certain nombre de livres qui venaient de sa bibliothèque. Je jure, je ne savais pas du tout. J'ai connu cette maison, j'y ai dormi à Honflay. Elle était vraiment comme une cousine. J'ai que moi, et il paraît qu'elle a terminé sa vie entourée de chats. Elle avait une chatte absolument adorable, qui était une chatte siamoise. Voilà un autre point commun avec Malraux, les chats. Ouais. Et elle disait toujours, je préfère les chats parce qu'il n'y a pas de chat policier. Mais Brigitte était une personne d'une qualité, d'une intensité tout à fait exceptionnelle, avec une sorte de vitalité allègre et communicative. Mm-hmm. Et puis elle avait un courage. Au cas où on pourrait en douter, il faudrait simplement rediffuser les images de 1968, 2-3 mois, je crois que c'est février 1968, l'offensive du Tet dans la guerre du Vietnam, où simplement elle commente sous les bombardements, elle est à la place du mort, Dieu merci, elle n'en est pas morte, elle commente ce qui arrive, et elle a eu le grand prix, le prix mondial du grand reporter, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. À l'époque, il n'y avait que 2 ou 3 chaînes en noir et blanc en France, mais je veux dire que les spectateurs ont jailli de leur fauteuil en voyant ce petit bout de femme avec une charmante figure qui racontait ce qui arrivait, mais ce qui arrivait, c'était qu'on voyait les chars sauter, les gens mourir, et avec tous les chaos de cette route invraisemblable. C'est vraiment le chemin de l'enfer. On la voyait commenter chaque chose avec une grande précision, comme ça, comme si de rien n'était, et Malraux admirait ça chez elle. Alors nous allons terminer cette promenade avec ces femmes exceptionnelles et attachantes, Victoria Ocampo, Brigitte Friante, et maintenant Florence Malraux, qui fut votre cousine, mais en fait votre sœur. Ah oui, née ma cousine, puisque mon grand-père et le sien étaient le même. Mais nous nous sommes choisis l'un l'autre. Et puis comme les 2 fils d'André Malraux, qui étaient plus brillants et remarquables l'un que l'autre, parce que ce que personne ne vous dira, parce que presque plus personne n'est là pour vous le dire, c'est qu'André Malraux a engendré 3 enfants absolument superbes, très exceptionnels, lui qui n'avait aucun sens de la famille et aucun sens paternel. Ceci est autre chose. Il serrait la main de Florence, vous dites. Ah oui, il était la générosité faite homme, mais c'était un phobique du contact. Et Florence est quelqu'un qui a gagné toute son estime en lui résistant, parce que elle était plutôt restée fidèle à ses idéaux de jeunesse, dont elle est revenue très très tardivement, mais revenue quand même parce qu'elle était foncièrement honnête intellectuellement. Voilà. Mais si vous avez d'autres questions à me poser sur elle, dites-vous que si vous ne l'avez pas connue, ou très peu... Non, je ne l'ai pas connue. Du tout? Non. Ah. J'ai pas du tout connue. Elle est fascinante. Vous auriez été complètement subjugué. D'abord par la relation avec son père, et puis sa vie propre de femme. D'extraordinairement, et on a très rarement l'occasion de dire une chose pareille, où que ce soit et de qui que ce soit, elle était une personne extraordinairement harmonieuse. Et comment est-elle passée? Est-ce qu'elle a d'abord été journaliste à l'Express? Oui. Ensuite, de François Giroud à partir de 1957. Et comment est-elle passée, si je puis dire, dans le cinéma? Eh bien, elle est passée dans le cinéma. Elle a fait le contraire de François Giroud, puisque Giroud était passé de script girl avant-guerre au journalisme après-guerre.
Et Florence est d'abord journaliste et ensuite elle devient l'assistante notamment d'Alain Cavalier, je crois, et puis de René. D'abord de Peter Brook, mais je sera son mari. Un tout petit peu un pas en arrière en vous disant que c'est comme dans l'international, ce n'est pas mon champ favori. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'était le programme de François Giroud, qui était script girl vraiment très jeune de La Grande Illusion. Oui. Et qui, après un parcours que je ne retracerai pas maintenant, a fait la rencontre décisive dans sa vie de Jean-Jacques Servan-Schreiber, un homme très très brillant et entraînant beaucoup de cœurs après soi, comme disait Jean Racine dans Phèdre, qui ne la valait pas du tout. Et c'est elle qui a fait avec lui, ses capitaux, sa famille, son pouvoir. C'est elle qui a fait l'Express. Et puis en 57, 2 ou 3 ans après la création du journal, elle a recruté Florence. Et là, exception qui confirme la règle, cette femme extrêmement brillante et pas tendre et très dure, a eu un coup de cœur et d'amitié pour Florence comme on ne lui en a jamais connu. C'est-à-dire que pendant 3 ans, Florence était dans son bureau et elle ne voulait pas qu'elle la quitte. C'est-à-dire que à 7 heures du soir, les bureaux commençaient à se vider. À 8 heures, il n'y avait plus personne. Et à 9 heures, François Giroud lui disait, ma petite Florence, nous allons dîner ensemble. Et elle l'amenait au Fouquet's, ce qui était exactement en bas à l'époque. Et Florence est d'abord très touchée, très flattée, très honorée, et puis de moins en moins, parce que les gens de l'équipe étaient ou rentrés dans leur famille, ou en train de prendre un sandwich au tabac du coin. Et puis 3 ans après, en 60, était née une grande amitié, la seule qu'on ait connue à Jeanne Moreau, qu'elle avouait à Florence Malraux, et étant la passion du cinéma que Florence avait pour son père, qui a écrit un extraordinaire essai qu'on ne peut plus trouver, sauf chez les bibliophiles, ou par miracle, mais qui est publié dans un volume de la Pléiade, qui s'appelle « Esquisse d'une psychologie du cinéma », qui avait été un article pour Verve en 1939, qu'il a fait reparaître en tirage limité en 1946. Là, on voit à quel point il était visionnaire du cinéma. Il avait fait un chef-d'œuvre avec le film Espoir. D'ailleurs, quand est-ce qu'on pourra disposer du film Sierra de Teruel en DVD, parce qu'il est introuvable? Maintenant, il est introuvable, mais je vous répondrai d'une manière qui a l'air de botter en touche, et qui n'est pas du tout une manière de botter en touche, que nous y travaillons, mon avocat et moi. Très bien. Ce n'est pas une chose. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une chose bourbeuse ou ténébreuse, c'est une chose au contraire qui erre dans les limbes. Mais je m'en occupe vraiment parce que c'est un chef-d'œuvre. Et vous savez, il a ressurgi à la Libération et tout de suite il a eu le prix Louis Deluc. Puisque ce que nos auditeurs ne savent peut-être pas, c'est qu'il est sorti au printemps de 1939 et sorti en salle, je crois en juin 1939, et que l'ambassadeur de France en Espagne, un certain Philippe Pétain, qui avait eu comme correspondant étranger à Saint-Cyr le général Franco, a reçu... Et qu'il avait retrouvé pendant la guerre du Rif au Maroc espagnol. Oui, mais ensuite encore retrouvé, parce qu'il n'avait jamais cessé de correspondre, a reçu en termes de correspondance, une démarche du Caudillo, lui disant qu'il y avait un Français très dangereux pendant toutes ces hostilités, et qu'il l'avait fait condamner à mort, bien sûr, mais par contumace, on ne l'avait pas trouvé, et qui venait de sortir un film qui était absolument sulfureux. Donc, à peine sorti sur les Champs-Élysées, je crois que ça a duré 2-3 jours. Je n'y étais pas, c'était en 1939. Sur intervention de notre ambassadeur de France en 1939 en Espagne, franquiste, un certain Philippe Pétain, répétais-je, le film a été immédiatement retiré des écrans. Et à quelques jours près, la règle du jeu de Jean Renoir. Ensuite, il s'est égaré ici et là, donc à la Libération, quand il est ressorti comment dirais-je, des ténèbres, il a eu immédiatement le prix Louis. Mais on a des copies en bon état. Ah, mais elles existent. Oui, mais elles ne sont pas visibles au moment où je parle. Elles sont accessibles par une recherche que je pourrais vous faciliter. Elles ne sont pas visibles couramment. Et il y a eu de loin en loin une projection à la Cinémathèque, mais aujourd'hui, on est dans une autre ère, n'est-ce pas? C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre dont Malraux disait, et on sait qu'il n'était pas modeste, il n'avait pas
de raison de l'être qu'il avait été fait. J'ai entendu ça à la table familiale, enfant, adolescent, qu'il avait été fait avec des bouts de ficelle. Puisque c'est une commande du gouvernement espagnol républicain de Negrín et Azaña, et que naturellement, étant donné la tournure des événements de la guerre d'Espagne, il n'a pu l'achever qu'au tout dernier tournant de la guerre d'Espagne, 38-39. Ça a pris fin en janvier-février 39. Donc là, il avait tourné des plans vraiment absolument admirables dans Barcelone, déjà envahi par des miliciens franquistes. Ils sont partis dans des camions in extremis, lui avec sa compagne de l'époque et toute son équipe, Pesquine, Denis Marion, etc. Georges Grasse, le metteur en scène, qui était le premier mari de Suzanne Chantal, confidente de Joseph Clotis, auteur d'un témoignage sur l'histoire sentimentale très importante d'André Malraux, avec cette seconde femme de qui il a eu 2 fils. Le cœur battant. Le cœur battant. Et alors, ils ont terminé pour les raccords dans cette partie de la Catalogne, enfin, oui, la limite de la Catalogne française. Ils ont continué et bouclé le film au printemps 1939. Donc Florence rentre dans le cinéma. Florence, je fais encore un tout petit pas en arrière. Quelqu'un qui a su très bien parler de cette époque, c'est la productrice du passé Denise Tual, dans Le Temps dévoré, reparu. Dont un chapitre est consacré à Denise Tual. Mais extraordinaire. Ouais. Le livre a paru sous 2 titres, à des époques différentes, Au cœur du temps et Le Temps dévoré. Et elle a été la coproductrice avec Roland Tual et le général Cornillon-Molinier du film. Alors, arrivons à Florence. Florence avait noué une amitié très vive et très soudaine, sans équivalent dans leur vie. C'était l'attirance des contraires entre Jeanne Moreau et elle. Et Jeanne Moreau, se prenant vraiment d'une amitié fervente pour Florence, lui a dit, mais tu as déjà un tel amour du cinéma qu'il faut que tu quittes ce journal. Et Florence ne voyait pas tellement bien comment, parce que c'était pas une personne à fanfaronner ou à croire des choses très au-dessus d'elle ou des connaissances qu'elle n'avait pas. Et Florence lui a dit ça, et Jeanne Moreau lui a répondu, mais il faut que tu rencontres Peter, et elle a persuadé sans peine Peter Brook de la prendre pour assistante. Elle savait rien, hein, même si elle s'est mise à travailler et à lire 15 heures par jour pour Moderato Cantabile en 1960. Puis, la même année, il y a eu à la fois je vous demande pardon. Il y a eu à la fois son recrutement par Alain Resnais pour l'année dernière à Marienbad et le fait qu'elle a apposé sa signature au manifeste de ceux qui appelaient à l'insoumission pour la guerre d'Algérie, qu'il a brouillé avec son père presque 10 ans, le manifeste des 121. Mais elle avait une relation extrêmement complexe, mais en tout cas toujours nette avec son père. Elle lui demandait rien. Puisque vous parlez de Marienbad, vous savez que le père de Delphine Seyrig, Henri Seyrig, fut un grand gaulliste. Oui, historique, mais quand il était... Il était au Levant, il était à Damas, le chef du département des antiquités du mandat français, en fait. Il était avant-guerre en Syrie et au Liban. Ça, c'est avant la guerre, quand Delphine Seyrig... Et il est resté, et d'ailleurs, il travailla avec Jean Gaulmier, qui est le spécialiste de Volney, et qui a laissé un livre, enfin un petit livre étonnant sur le voyage du général de Gaulle à Beyrouth, à Damas, dans l'Euphrate, Deir ez-Zor, Marib, etc. En 1942. Voilà. Qui a fait dire, parce que c'est la seule chose dont je me souviens dans les mémoires de guerre du général, de cette extraordinaire phrase qui a l'air si simple, mais qui, même étant du général de Gaulle, pourrait être de Jean Racine. Vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples. Mais ces idées simples, parce qu'elles pouvaient l'être à l'époque, étaient fondamentales, étaient déterminantes.
tant et si bien qu'un homme comme le général Catroux, qui avait pas mal d'années de plus que le général de Gaulle, l'avait rallié même avant qu'il n'arrive au Levant, comme vous savez. En tout cas, ce portrait de Florence qui conclut le livre et qui l'élève et qui l'ouvre en même temps est absolument bouleversant. Et je pense que personne n'y sera insensible. Donc je vous recommande vraiment la lecture de ce livre. Alors il y a d'autres portraits de femmes, Nadia Boulanger, Jackie Kennedy, Françoise Sagan. Femme assez extraordinaire, mais il y a aussi un homme qui est un gaulliste historique. Non, mais j'allais venir aux hommes. Romain Gary, bien sûr, Maurice Schumann, André Meyer, Paul-Louis Weyler. Donc c'est vraiment une traversée du siècle absolument exceptionnelle que je vous recommande chaudement. Mais je vous remercie. Donc, au passage des grelots par Alain Malraux, éditions Larousse. J'ai une dernière question à vous poser qui n'est pas en lien avec le livre. André Malraux fut le premier président de l'Institut Charles de Gaulle, créé en 1971, et c'est le général de Gaulle qui a voulu qu'il fût ce premier président. Juste avant sa disparition. Il l'a été jusqu'en 76, donc pendant 5 ans, il a présidé aux destinées de l'Institut Charles de Gaulle. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette période? Non. C'est-à-dire, bien sûr que j'ai des souvenirs, mais je n'en ai pas de l'exercice de cette fonction par André Malraux, qui, de toute façon, était dans un très mauvais moment de sa vie, dont il a quand même sorti un livre extraordinaire que vous connaissez tous, et qui est devenu une pièce de théâtre très bien adaptée par Lionel Courteau. Et ce livre, c'est tel qu'il l'a recréé avec son génie, c'est l'évocation du dernière rencontre avec le général à Colombey au cours d'un repas pris en réalité très peu de temps avant la disparition du général. Oui, bien sûr. Oui. Mais Romain Gary est quelqu'un qui, 1 an après la disparition d'André Malraux, a su trouver des accents extraordinaires en quelques mots, je veux dire, à la grande chancellerie de l'ordre de la Libération. C'est un article qu'il avait publié dans Le Monde. Voilà. Il commence en disant « La première fois que je vis Malraux, c'était devant une baraque de tir forain à Montmartre, et je le revois dans ma fidélité et mon regret, telle une balle bondissante sur un jet d'eau, etc., etc., etc. Et je trouve que c'est un des plus beaux textes qui a été écrit sur Malraux. Mais vous le connaissez, la plupart des gens ne le connaissent pas. Il est paru dans Le Monde, à la mort de Malraux, et il a été repris dans la plaquette qu'avait fait la chancellerie de l'Ordre de la Libération pour l'exposition consacrée à Malraux en 77 au musée de l'Ordre de la Libération. Je m'en souviens parce que j'avais 17 ans, et je venais d'arriver à Paris pour faire mes études supérieures où je n'avais jamais mis les pieds. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir cette exposition où d'ailleurs était reconstitué le bureau de travail de Malraux de Verrières-le-Buisson. Et cette plaquette superbe avec ce texte absolument incroyable de Romain Gary. Et Gary avait vraiment un sentiment très profond pour André Malraux. Et je pense qu'en plus, c'était d'autant plus valable que très jeune homme, il lui avait soumis le manuscrit d'un roman, c'est Gary qui l'a raconté. Éducation européenne? Non, avant. Et que ce roman était assez inabouti. Et André Malraux lui a dit, je vais vous emmener déjeuner. Il l'a emmené déjeuner. On est dans les années 30. Ah oui, d'accord. Donc c'est bien avant Éducation européenne. Oui, non, mais c'est 10 ans avant, oui. Votre roman est inabouti, mais il y a dedans tous les éléments qui indiquent que vous serez un écrivain. Merci en tout cas. C'est moi qui dois vous remercier. Alain Malraux. C'est bien sûr moi qui dois vous remercier. L'écrivain que vous êtes. Très vivement. D'honorer cette belle conversation de Solferino. Merci encore.